Le 21 août 1971, des membres de la famille Manson vont faire parler d'eux. Mary Brunner, Catherine Sharr, dit Gypsy, Larry Bayer, entre autres, attaquent un shotgun à Hampton, dans le comté de Los Angeles. Le groupe tente de voler 143 fusils. Une vendeuse déclenche une alarme silencieuse qui prévient la police. À l'arrivée des forces de l'ordre, une fusillade éclate. Brunner, Sharr et Bayer sont légèrement blessés. Le groupe entier est appréhendé. Leur but était de s'armer lourdement et de détourner un Boeing 747, puis de menacer de tuer, toutes les heures, un passager, jusqu'à la libération de Manson et les autres membres de la famille. Mary Brunner est reconnue coupable. Il lui aurait été difficile de ressortir la petite histoire qu'elle était commanditée par Charles Manson, à moins d'accepter que ce dernier, au fond d'une cellule, par le simple fait de télépathie, l'avait soumise à distance. Après tout, le public n'était plus à une aberrance supplémentaire à croire. Brunner sera condamnée à une peine de 20 ans. Elle obtiendra une libération conditionnelle en 1977. Décidément, la justice sera vraiment bizarrement clémence à son égard. Depuis 1977, Mary Brunner a définitivement disparu du grand public. Catherine Sharr, sa complice quant à elle, purgera une peine de 5 ans de prison. Après sa sortie en 1975, elle s'est elle-même dissociée de la famille et a demandé un traitement chirurgical pour enlever le X qu'elle s'était fixé sur le front, à l'instar de Manson pendant le procès. Larry Bayer, soupçonné d'avoir participé au meurtre de Donald Shee, mais faute de preuves non inquiété par la justice, purgera 7 ans pour le vol de Hampton et de sa fusillade. En octobre 1979, il est de nouveau arrêté à Seattle après avoir aidé la fuite de 5 prisonniers et avoir tiré sur un policier. Larry Bayer écope une peine de 20 ans à perpétuité. En 2004, il bénéficie d'une liberté conditionnelle. À ce jour, il n'a plus affaire à la justice. Sandra Collins Good a rejoint la famille Manson en 1968 à l'âge de 24 ans. Elle a été en prison avec Mary Brunner pour avoir tenté d'utiliser des cartes de crédit volées. Le 25 décembre 1975, elle est inculpée pour complot en ayant envoyé des lettres de menaces de mort à 170 dirigeants de l'entreprise. Elle reprochait de polluer la terre. Sandra Good, qui était depuis bien longtemps dans la ligne de mire de la justice, est reconnue coupable de ce complot et condamnée à 15 ans de prison. Après avoir purgé une peine de prison de 10 ans, elle sera mise en liberté conditionnelle. Elle continuera à appuyer le mouvement écologique de Manson, ATWA, Air, Arbre, Eau, Animaux. Ce site sera fermé en 2001. Lynette Alice Fromm, dit Squawky, née le 22 octobre 1948. Elle est une des plus anciennes amies de Manson. Elle n'a ni participé, ni été impliquée dans les meurtres attribués à Manson. Elle a assisté à son procès et reste fidèle à Manson. De 1970 à 1975, les autorités l'arrêtent à plusieurs reprises et cherchent à l'impliquer dans de nombreux méfaits. Lynette fait de la prison et semble rangée lorsqu'elle part s'installer à Sacramento. Le 5 septembre 1975, à Sacramento, elle tente de tirer sur le président Gerald Ford, mais est arrêtée par les hommes du Secret Service. Reconnue coupable de tentative de meurtre, elle est condamnée à la prison à vie la même année. En 1987, elle parvient à s'évader à cause de la rumeur sur la santé de Manson, le disant mourant, et est reprise 2 jours après sa fuite. Lynette Fromm est relâchée en liberté conditionnelle le 14 août 2009, après presque 34 ans derrière les barreaux. Ruth Ann Morehouse est une figure peu connue de la famille. Elle rencontre Manson par le biais de son père en 1967 à l'âge de 16 ans. Émancipée, elle suivra Manson au ranch Span. Ruth Ann sera arrêtée lors des 2 raids policiers, l'un sur le ranch Span, le second sur le ranch Baker. Après un bref séjour en prison, la jeune fille retournera un temps chez ses parents, puis renouera le contact avec la famille dès l'ouverture du procès et reste loyale envers Charles Manson.
Barbara Hoyt, témoin à charge, au procès reçoit un marché de la famille qu'elle accepte. S'éloigner du tribunal. C'est la jeune Ruth Ann qui l'accompagne pour Hawaï. À son départ, Ruth offre à Barbara un hamburger bourré d'acide. Sous l'effet de la drogue, cette dernière est conduite aux urgences. Le procureur Bugliosi accuse Ruth Ann Morris d'avoir tenté de soustraire un témoin à la justice par ce complot, ainsi qu'une tentative d'assassinat pour vouloir soustraire un témoin à comparaître. Menacée par le parquet, Ruth Ann et sa sœur s'enfuient de la Californie pour le Nevada. Un mandat d'arrêt est émis, mais le ministère public décide d'abandonner les charges, de ne pas avoir envie de s'acharner sur la jeune fille, et que par le simple fait de s'avoir enfui, cela signifiait qu'elle quittait définitivement la famille. Avec l'aide de sa mère et sa sœur, Ruth Ann Morris a refait sa vie, en fondant un foyer avec mari et enfants. Ruth Ann n'a pas été la plus jeune fille ayant rejoint le groupe. Diane Lake est issue de parents membres de la ancienne communauté hippie des USA, la Hog Farm, fondée par Wari Gravy. Cette communauté est fameusement connue pour avoir pris une part importante de l'organisation du festival de Woodstock. C'est en 1967, à 14 ans, que Diane Lake rencontre la famille. Devant la police, Diane était restée silencieuse, malgré les interrogatoires très longs et menaçants que lui ont infligés les policiers. Au procès, Diane confirmera son témoignage qu'elle ne sait rien sur les meurtres. Elle écrira un livre en totale contradiction de ses dires sur son passé dans la famille. En parlant de livres, bon nombre de personnes vont utiliser le nom magique Manson pour se faire de l'argent. Vincent Bugliosi est l'un des précurseurs avec son livre Helter Skelter qui remporte un prix Edgar en 1975. Bugliosi enchaîne interview sur interview et continue d'alimenter son mythe d'Helter Skelter jusqu'à sa mort le 6 juin 2015. Bon nombre d'auteurs, si on peut appeler cela auteurs, poursuivent dans la même voie. Le cinéma s'est aussi emparé du mythe tout aussi médiocrement. On y voit un Manson satanique, violeur, buveur de sang. Dans la série Aquarius, Charles Manson qui sodomise un politicien proche du parti de Nixon, qui en fait est son amant. Rien n'arrête les auteurs. Bien heureusement, de rares romanciers écrivent l'histoire dans un sens contraire, à la recherche de la vérité. Ed Sanders, écrivain, éditeur, musicien, ouvre la voie en 1971 en publiant une étude sur Charles Manson, The Family. Le roman, malgré une polémique, connaît un très grand succès. Plus tard, ce sera Nell Sander et Nicholas Craig. Craig publie le plus gros impact avec un livre de 1000 pages sur 25 années d'investigation. Par le fruit de son travail, Nicholas Craig nous démontre que finalement, Vincent Bugliosi a fabriqué une histoire d'épouvante romancée qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé réellement. Charles Manson a sa part de responsabilité dans ce qui s'est déroulé. Son rôle a été accessoire au crime, comme il l'a avoué lui-même. Dans l'incident de CEO Drive, il a participé à la tentative d'effacer des preuves. C'est une inculpation pour laquelle il aurait dû tirer de 12 à 18 années maximum plutôt que la prison à vie. Après son arrestation, on lui a offert la possibilité d'une sentence de 18 mois s'il témoignait sur ce qui s'est vraiment passé. Mais il reste fidèle au code criminel du silence. En effet, la raison majeure qu'il soit toujours resté sur les verrous est le fait qu'il a toujours refusé d'en parler. Do you remember what you did with your family 20 years ago? Sure. Do you regret anything? No. Are you still angry with society? I never was angry with society. Is everything that you think about me distorted? No, I'm just asking. Oh, no, you see what I'm saying, but see, you have a whole world opinion. And this world opinion is made with garbage. It's trash. It's untrue. But you did something to be here. No. That's what they're selling you. I had some friends that did some things.
Oh yes, but you were the mind. Oh, I was the mind. I was the mastermind, huh? How can you convict someone for that? I'm 20 years in handcuffs because you think that I told somebody to do something. But you took some lives too. No. I'm not that stupid. So how do you call that? Dispensation from God. I've got to be the bad guy and the dangerous guy. It's really silly. I'm a little old man. I'm not really dangerous at all. The only thing that's dangerous about me is that I speak the truth, and I know a whole lot. I know a whole lot. Tex Watson, son supposé disciple, est bien le seul investigateur des carnages. Manson savait que ce dernier était rancunier vis-à-vis de Frykowski et Sebring pour lui avoir vendu de la drogue frelatée. Manson savait que Tex et sa petite amie Linda Kasabian, oui, j'ai bien dit Linda Kasabian, avaient l'intention d'aller à la maison de Polanski pour y trouver Frykowski et Sebring et leur voler leur drogue cachée. Ce plan de vengeance et de vol était seulement du fait de Watson. C'est lui qui a instrumentalisé sa petite amie, l'innocente Linda Kasabian, et amené Atkins Vaughten Kremiker à le suivre. Devant le refus de Manson de parler, Vincent Bugliosi alors a fabriqué un scénario le plus sensationnel possible, avec la participation des véritables tueurs et complices. C'est aussi simple que cela. La suite, nous la connaissons.